Donner un titre un petit peu plus précis et plus resserré à ma communication. Et ce titre est le suivant: l'affaire Dreyfus vue par des organes libres penseurs et anticléricaux. En 2023, la Fédération nationale de la libre pensée a attribué à des hommes et à des femmes qu'elle tient à stigmatiser pour des motifs politiques divers 3 prix et 3 accessites portant le nom d'Esterházy. Celui-ci étant présenté dans une notice biographique comme le symbole de la combine, de l'immoralité et de la trahison. Ces prix Esterházy peuvent, a priori, laisser supposer que l'affaire Dreyfus fut fondamentale pour la libre pensée, qu'elle s'y est engagée ardemment et assez tôt pour que Esterházy occupe une telle place. Donc, ces prix Esterházy donnent envie de vérifier si vraiment cela a été le cas. J'avais une autre raison de vérifier ce point, c'est que lorsque j'ai soutenu ma thèse sur la libre pensée, il y a déjà un certain temps, Madeleine Rebériou, qui était dans mon jury, m'avait fait remarquer, peut-être même m'avait reproché, le peu de place tenue par l'affaire Dreyfus dans ma thèse. Alors j'avais repris ce point très légèrement pour un article court, parce qu'on n'avait que peu de signes, dans le livre qui avait été dirigé, enfin qui a été dirigé par Gilles Manseron et Emmanuel Naquet, Être Dreyfusard, hier ou aujourd'hui, où j'avais fait un petit article donc sur la Fédération française de la libre pensée, qui existait à la fin du XIXe siècle, et l'affaire Dreyfus. Donc 2 raisons pour vérifier cette affaire-là. Or, il se trouve que le dépouillement de journaux libre-penseurs montre que, comme toutes les forces de gauche, la libre-pensée institutionnelle garda longtemps, plus longtemps même que d'autres forces, un silence complet, d'où ne la sortirent ni le J'accuse de Zola, ni l'épreuve de Jaurès, article publié dans la Petite République entre le 10 août et le 20 septembre 1898, avant d'être rassemblé dans un volume durant l'automne. Alors, j'ai mené mes recherches dans les publications officielles de la Fédération française de la libre pensée, qui avait été fondée en 1880, et de l'Association nationale des libres penseurs de France, fondée en 1903, et dans des organes libres penseurs provinciaux, dont je donnerai le détail tout à l'heure. Je l'ai fait de manière continue, de 1896 à 1899, puis de manière ciblée, en 1900, avec la loi d'amnistie, 1903, en avril, le discours de Jaurès autour du général de Pellieu, Dufaux, de Guillaume et du député Siveton, puis avec la demande de révision du capitaine Dreyfus en novembre, 1906, l'arrêt de la Cour de cassation, 1908, la panthéonisation de Zola et l'agression contre le capitaine Dreyfus. Alors je me suis heurtée à une difficulté matérielle importante. Tous ces organes n'ont pas paru durant toute la période 1896-1908. Certains sont arrivés assez tard sur le marché de la presse, 1903, 1905. D'autres se sont arrêtés en 1898 ou 1899. En outre, l'état du papier, souvent acide et brûlé de la presse de cette époque, rend plusieurs de ces publications inconsultables à la BNF, mais un certain nombre, heureusement, ont été ou microformés ou numérisés. Alors, j'ai travaillé sur le bulletin mensuel de correspondance des groupes et des adhérents affiliés à la Fédération française de la libre pensée, je dirais le BMC maintenant, publié de 1890 à 1907, numérisé en grande partie sur Gallica. Alors, il y a une difficulté majeure qui se présente avec ce bulletin. Toutes les couvertures qui portent les dates ont été sur les microfiches reportées tout à fait en fin de volume, ce qui rend les choses extrêmement difficiles pour dater. Et en outre, dans chacun des numéros, les nouvelles apparaissent au fur et à mesure de leur arrivée à la rédaction et non pas de leur déroulement chronologique. En outre, on trouve souvent
des informations du genre « il y a peu, la semaine dernière, lors de la dernière séance », mais sans date précise, alors que pour les engagements dans l'affaire Dreyfus, il faudrait pouvoir travailler au moins au mois près, et si possible même à la semaine près. Et enfin, à l'intérieur de chaque numéro, la pagination est désordonnée, la numérotation repart à 1 sans qu'on l'on sache bien pourquoi. Ainsi, dans un même numéro, on peut avoir 3 pages 1, ce qui rend les choses très difficiles pour les notes. Ensuite, j'ai travaillé sur le bulletin officiel de l'Association nationale des libres penseurs de France, donc, qui a été fondée en 1903. Le bulletin a été publié à partir de 1904. Il existe sous forme d'épave à la BNF. L'année 1906 est totalement absente et l'année 1908 incomplète. Elle s'arrête au mois d'avril ou au mois de mai. À cela, j'ai ajouté l'action quotidienne anticléricale républicaine socialiste, destinée à recevoir toutes les opinions républicaines dans la libre pensée. C'est une citation. Elle est tardive pour le sujet, puisqu'elle a été lancée le 29 mars 1903. En province, de nombreux journaux libre penseurs et anticléricaux se sont intitulés « La libre pensée »,« Le libre penseur »,« La raison ». Mais un bon nombre se trouve en dehors de la période 1894-1908, ou du moins ne la couvre pas complètement. Et quand c'est le cas, ils ne sont pas forcément consultables à la BNF à cause de l'état du papier, comme je l'ai dit. J'ai néanmoins pu consulter La Raison, bulletin trimestriel de la libre pensée de la Sarthe, de la région de l'Ouest, etc., etc., qui a été publié d'août 1900 jusqu'à mai 1937. Le libre penseur du Centre, organe de la Fédération régionale Patati Patata, publié du 29 octobre au 12 novembre 1905. Le Flambeau, qui est l'organe hebdomadaire des groupes franc-comtois anticléricaux et de libre pensée, 1903 à 1914. La Raison, organe anticlérical mensuel des libres penseurs du Sud-Ouest, 5 numéros du 1er juillet au 1er novembre 1898, non consultable, mais quand je l'ai demandé, on l'a vite envoyé en numérisation, maintenant il est sur Gallica. Le rappel des travailleurs des villes et des campagnes de la Côte d'Or, 1895-1907, hors d'usage à la BNF, je pourrais le consulter sur microfilm à Dijon. Et enfin, des journaux spécifiquement libre-penseurs, mais anticléricaux, pardon, mais ne correspondant pas à des sociétés de libre-pensée. L'anticlérical de Michel Zévaco et Jacques Prolot, publication éphémère du 11 décembre 1998 au 22 janvier 1999. Les Corbeaux, du 2 avril 1905 au 3 octobre 1909, La Calotte de Marseille, avec 2 devises, ni Dieu ni maître de Blanqui, le cléricalisme, voilà l'ennemi de Gambetta. Un directeur, Jean-Louis Rébaud, sur lequel je ne trouve jusqu'à présent aucune information, qui a été publié du 15 août 1897 au 7 octobre 1906, qui est en grande partie sur Gallica. Une petite sœur qui a les mêmes devises, le même directeur, en partie les mêmes illustrations, La Calotte Havraise, publiée du 2 novembre 1898 au 16 août 1999. Et enfin, Une calotte de Paris, du 14 octobre 1906 au 13 décembre 1912, sur Gallica. Aucun de ces journaux ne figure dans la liste des journaux de Patrick Boussel dans l'affaire Dreyfus et la presse. Et j'ai donc une petite douzaine de titres et je ne crois pas en avoir vu cité dans des ouvrages sur l'affaire Dreyfus. Alors je vois tout d'abord une première période, 1896-1898, et tout d'abord le long silence du BMC, donc le bulletin mensuel de correspondance. Le BMC est absolument silencieux, ça fait bordel militaire en campagne, excusez-moi, je suis en train d'y penser. Mais ça, là, c'est le bulletin mensuel de correspondance, je suis désolée. Donc, le BMC est absolument silencieux sur l'affaire tout au long des années 1896 et 1897 et durant une bonne partie de l'année 1898. Mais, comme me le dit en plaisantant à moitié Gilles Candard, président de la Société des études jaurésiennes, tant que Jaurès n'a pas parlé, ce n'est pas grave. Alors, durant ces années, 96, 97, une partie de 98,
Tout ce que la Fédération française de la libre pensée a alors à reprocher aux militaires, c'est leur incointance avec le clergé ou les monarchistes. Par exemple, on reproche au général Billot, sénateur inamovible et par ailleurs ministre de la guerre en 1896-1898 dans le gouvernement Méline, on lui reproche de faire élever son fils dans la jésuitière nommée Gerson, puis de le confier au calotin de Stanislas. On reproche à Méline d'avoir un directeur de conscience, en l'occurrence le père Ramet, franciscain. En 1898, le BMC publie un long texte intitulé « Cléricalisme » où sont énumérés tous les méfaits du cléricalisme, mais il n'y a pas un mot sur l'affaire Dreyfus. Il en va de même dans le compte-rendu du comité central de la FFLP du 14 mars, dans le compte-rendu du congrès des sociétés de libre pensée de Saône-et-Loire le 20 mars, dans le compte-rendu de l'Assemblée générale de la FFLP le 11 avril 1898. À cette époque-là, tout ce qui est reproché à Méline, c'est d'être un protégé du pape, entre guillemets, et d'appartenir à un ministre de traître à la République. Ce silence du BMC est d'autant plus assourdissant que le 30 mars 1896, un ordre du jour est voté lors d'une assemblée générale de la FFLP qui se rapporte à 2 hommes condamnés. Charles Baillot. Baillot était ce ministre des Travaux publics de janvier à novembre 1886 dans le cabinet Freycinet III, qui avait touché, comme on disait à l'époque, dans l'affaire de Panama, et qui, seul de tous les ministres concernés, avait eu la naïveté de reconnaître, dans un deuxième temps, après avoir tout d'abord nié sous serment, reconnaître qu'il avait touché, je crois, 375 000 francs et qui avait été pour cela condamné. Donc, 2 hommes condamnés, Charles Baillot, le deuxième, tout à fait à l'autre bout de l'échiquier, Antoine Sivoct, 1861-1930, militant anarchiste lyonnais, qui avait été condamné à mort en 1883, puis sa peine avait été commuée en peine de travaux forcés à vie, puis en peine de travaux forcés de 15 ans, et il était encore en prison en 1896, il sera libéré en 1898. Et donc, l'ordre du jour du 30 mars 1896 est ainsi rédigé. Considérant que le condamné de droit commun Baillot vient de bénéficier d'une mesure de clémence, considérant que c'est la pitié ne saurait perdre ses droits, l'équité en possède d'aussi fort, invite le ministère à étendre cette mesure gracieuse au forçat Sivoct, qui expie au bagne un délai d'opinion et le courage avec lequel il a défendu ses droits par la plume, et en général tous les condamnés politiques. Cet appel est renouvelé quelques mois plus tard. L'affaire commence à apparaître dans le BMC à partir du printemps, et on la trouve encore à l'automne 1898. Le nom de Dreyfus est mentionné, mais le jugement n'est pas remis en cause. En 1898, donc avec les incertitudes de datation dont j'ai expliqué les causes, le BMC, ça doit être au printemps, je pense, publie le texte d'une conférence sur la justice prononcée dans le cadre d'une fête laïque de la jeunesse à Reims, donc une conférence sur la justice prononcée par un député, le député de Nérac dans le Lot, Louis Lagasse, qui est par ailleurs présenté comme un brillant avocat du barreau de Paris. Alors, que dit Lagasse ? Lagasse dit « On ne compte plus les erreurs judiciaires, mais je ne veux pas laisser planer aucun doute, vous voyez l'erreur de construction, je ne veux pas laisser planer aucun doute sur ma pensée. L'homme, le nom n'est même pas donné, l'homme qui fut condamné par des militaires le fut justement et légalement. » Entre parenthèses, applaudissements. Et il continue, plus modeste, je reste sur le terrain de la cour d'assises, etc., etc. Donc, une petite incursion sur le terrain militaire pour dire ce qu'il en a dit. Et il est chaleureusement félicité par les orateurs suivants, Camille Pelletan qui présidait la séance et le maire de Reims, libre penseur bien connu, qui s'appelait Charles Arnoux. Le 24 juillet 1898, à l'Union laïque d'Amiens,
est donnée une conférence anticléricale par un citoyen lambda, qui fait allusion au père Didon, etc., etc. Et il mentionne également le mouvement qu'une condamnation, entre guillemets, qu'une condamnation pour espionnage a fait naître dans le pays. Pas de nom. La religion du condamné a servi de base aux cléricaux pour amener des divisions au milieu des Français. Donc le blâme porte ici sur l'utilisation de la religion supposée du capitaine Dreyfus pour créer des dissensions au sein des Français, mais la condamnation elle-même n'est pas remise en cause dans son principe. À l'automne, dans une conférence intitulée, dans un article intitulé « L'enseignement religieux », on peut lire les choses suivantes. Les événements récents se sont chargés de démentir cette audacieuse prétention du clergé qui prétend avoir le droit, et même d'avoir le droit seul, d'éduquer la jeunesse. Et on continue. La question qui divisait la nation tous ces derniers temps avaient la faculté de mettre en avant leur faculté moralisatrice, la possibilité de mettre en avant leur faculté moralisatrice. Ils auraient dû montrer quelles étaient leurs facultés morales. Dans cette affaire, est-il précisé, il s'agissait d'un condamné qui se disait victime d'une erreur judiciaire. Les prêtres, à ce moment-là, auraient dû montrer leur amour de l'équité, se mettre au service de la vérité. Au lieu de cela, ils se sont conduits comme des artisans de la honte infligée à la France et la Révolution. Ils se sont jetés dans la mêlée, ils ont mené des bandes au pillage et au massacre. Alors, dans les dernières parties, on dirait que vraiment l'affaire est bien considérée par le BMC comme une honte de la France et de la Révolution. Néanmoins, il y a bien écrit une victime un homme qui se disait victime d'une erreur judiciaire. Dans le journal La Raison de Toulouse, l'organe libre-penseur du Sud-Ouest, du 1er septembre 1898, donc il est rendu compte d'une conférence d'un dénommé Albringue, que je ne connais pas, et Albringue pose ces deux questions. Que voyons-nous en effet dans les convulsions que provoque cette triste affaire? Qui donc attise cette braise dangereuse qui s'appelle le militarisme jusqu'au point de faire éclater l'incendie dévastateur? À ces deux points, je répondrai par une simple constatation de fait, me gardant en tant que socialiste de me prononcer sur une question de droit que je juge insuffisamment élucidée. On est le 1er septembre 1898. Ce que nous voyons, c'est la conspiration ténébreuse du cléricalisme, patati patata. Alors, je reprends deux extraits de journaux, non plus libre-penseurs, mais anticléricaux cette fois-ci. Et ce qui est assez symptomatique et étonnant en même temps, c'est que les journaux anticléricaux non porteurs d'une parole libre-penseuse sont toujours plus en avant que les organes libre-penseurs. Donc, des interventions de la Calotte de Marseille et de la Calotte du Havre. Dès le début de l'année 1898, là on est au mois de janvier 1898, donc bien avant les articles du BMC, on trouve des articles qui sont manifestement engagés. Donc le 23 janvier, dans la Calotte de Marseille, on a un article intitulé « Les manifestations antisémitiques » et le directeur de l'organe, donc Jean-Louis Raybaud, comme je l'ai dit tout à l'heure, condamne l'antisémitisme considéré comme un produit du cléricalisme. Il se réfère à Panama et au krach de l'Union générale. Il rappelle que dans les deux cas, il y avait davantage encore de catholiques pratiquants, entre guillemets, que de juifs, et que les pieux ecclésiastiques participèrent à la curée. Dans ce contexte, il cite le capitaine Dreyfus rapidement, mais sans remettre en cause le jugement, là encore. Donc, il condamne bien l'antisémitisme produit du cléricalisme, mais voici ce qu'il écrit. C'est à propos de Dreyfus
condamnés pour trahison, au pluriel d'ailleurs, que jésuites, rédemptoristes, dominicains, franciscains, dont la plupart des chefs sont allemands, notamment le général des jésuites qui était en résidence à Rome, était non pas allemand je crois mais hollandais, ont voulu déchaîner la colère populaire. Bazaine était catholique et il n'est jamais venu à l'idée de personne de rendre responsables ces coreligionnaires de la faute d'un seul. Bon, j'abrège un petit peu et je reprends donc le BMC à partir de la fin de l'année 1898 avec ces incertitudes de datation malheureusement. Après des nouvelles portant sur d'autres choses datant de septembre et d'octobre, est reproduit un article, donc on doit être dans l'automne, et reproduit un article du Radical qui malheureusement n'est pas daté et dont l'auteur n'est pas cité, et dont la teneur est la suivante. Le sentiment que j'éprouve est celui d'un immense soulagement et d'une immense reconnaissance pour les vrais Français qui, pas un instant, n'ont voulu douter du triomphe de la justice. Alors, le nom de Dreyfus n'apparaît pas dans l'article et tout est exprimé sur un registre allusif ou métaphorique à travers la condamnation du cléricalisme et de la religion catholique. Leur Dieu est mystérieux, invisible, et des profondeurs insondables où il se cache, il émet des arrêts irrévisables, condamnant qui lui plaît à la torture éternelle en leur île du diable d'où nul ne revient. Cela, la France, il y a une coupure entre-temps, cela, la France des droits de l'homme ne le pouvait supporter. Elle est la nation de clarté, de sincérité, de lumière. Voici tantôt un an que nous sentions sur notre poitrine le poids de ces infamies et de ces mensonges, nous respirons. Donc, vers la fin de 1898, pas en son nom propre, mais en reprenant un article du Radical, la Fédération française de la libre pensée, dans son bulletin, s'engage plus qu'elle ne l'a fait jusqu'alors. Alors, à la fin de l'année 1898 du bulletin, on trouve un compte-rendu d'une assemblée générale qui s'est tenue, du Congrès national des libres penseurs, pardon, qui s'est tenue le 1er novembre 1898 et qui portait sur la nécessité de connaître les forces de l'ennemi. Alors, tous les participants, parmi lesquels figurait Paul Meunk, sont d'accord à propos du cléricalisme dans l'armée. On cite des faits précis, prouvant que seuls les jésuites arrivent au haut grade dans l'armée. Quiconque ne pense pas comme le père Didon, qui entre nous soit dit n'était pas jésuite mais dominicain, c'est-à-dire ennemi intime des jésuites, est évincé. Et si un malheureux s'y faufile malgré eux, malheur à lui, le malheureux Dreyfus l'a appris à ses dépens. Le malheureux Dreyfus l'a appris à ses dépens. Signé de Paul Meunk, l'ordre du jour suivant est voté. Le Congrès flétrit avec la plus grande énergie les infamies commises contre le droit, la justice et la liberté par le cléricalisme, le militarisme et l'état-major qui, démoralisant le peuple, l'écrase, étouffe la pensée et voudrait étrangler la République. Là, on est au 1er novembre 1898, donc quand même très très tard après le J'accuse de Zola et tard également après l'épreuve de Jaurès. Le 5 novembre 1898, dans une réunion des libres penseurs du 14e arrondissement, le citoyen Auguste Rançon, qui était alors vice-président du Conseil général de la Seine, flétrit énergiquement les faussaires et les traîtres de la haute armée. À Berre, dans les Bouches-du-Rhône, en décembre 1898, dans 2 réunions, il est fait question de l'affaire Dreyfus. Le citoyen Vaulbert, sans doute le socialiste Camille Xavier Maulbert, 2e adjoint de Flessières, est interrogé sur l'affaire. Il fait un long exposé et rapporte le BMC. Il n'a pas hésité à montrer les faux des colonels Henri et Paty de Clam, la complicité de l'état-major avec le Hulan Esterhazy, et il a conclu par un panégyrique de l'ex-colonel Picard. J'insiste sur ce fait, panégyrique de l'ex-colonel Picard, vous verrez pourquoi.
Alors, en 1899, pardon, on continue exactement de la même manière, un engagement, mais qui ne va pas au plus profond de ce qu'il pourrait être. Dans sa séance du 9 janvier 1899, le comité central de la Fédération française de la libre pensée décide d'adresser à l'unanimité ses plus vives félicitations et sentiments de sympathie à M. Seniobos, qui par erreur est présenté comme un professeur à la faculté de médecine. Il s'agit bien sûr de l'historien Charles Seniobos, professeur à la faculté de lettres, pour avoir dans son interview de la Petite République, alors il s'agit d'une interview parue dans la Petite République le 5 janvier 1899. L'honorable professeur, est-il écrit, on le félicite d'avoir si clairement exprimé le rôle du cléricalisme dans la pénible affaire qui passionne depuis si longtemps notre pays et fait ressortir que seule la libre pensée, dont le principe même est la recherche de la lumière, de la vérité et de la justice, pourra contribuer efficacement au développement moral et intellectuel des esprits. Charles Seniobos dit ça le 5 janvier 1899. Seule la libre pensée pourra, etc. On peut légèrement tiquer quand on voit la date. Alors, à la fin de l'année 1898 ou au début de l'année 1899, l'Union des libres penseurs du 14e arrondissement organise une fête anticléricale sous la présidence de Ferdinand Buisson. 2 conférenciers prennent la parole, le député Eugène Fournière et Henri Béranger, qui était rédacteur en chef de l'Action quotidienne anticléricale et socialiste. Il fait une très intéressante conférence sur le cléricalisme et la liberté de l'enseignement. Il préconise la suppression des congrégations et est venu assister à la réunion, qui était peut-être présentée comme contradictoire, mais peut-être pas. Est venu le curé de Plaisance, qui était un prêtre bien connu, l'abbé Soulage Baudin, curé de la paroisse Notre-Dame du Travail de 1896 à 1910, connu pour ses œuvres ouvrières et pour avoir fait construire l'église Notre-Dame du Travail, connue pour ses caractéristiques architecturales. Quelques-uns des acolytes du curé étaient présents. Il n'y eut pas d'incident dans la salle, mais à la sortie, entre guillemets, des amis des faussaires de l'état-major manifestèrent leur haine réactionnaire. Les assistants venus pour écouter Fournière et Henri Béranger les reconduisent vigoureusement à la sacristie, d'où ils sortaient, au cri de « Vive Buisson, vive Picard !» Vous retenez de nouveau « Vive Picard !» Puis ensuite « Vive Zola, abat les jésuites, vive la République !» D'allusion au capitaine Dreyfus, point. Le 28 décembre 1898, à la dernière page de l'Aurore, Paul Minck, donc, que vous avez entendu tout à l'heure, qui était donc membre de la FFLP, passe un communiqué dont la teneur est la suivante. Le groupe antireligieux du 11e arrondissement, Ligue pour la propagande de la libre pensée, dans sa séance du 21 décembre 1898, a voté un blâme énergique au gouvernement soi-disant républicain qui détient prisonnier le colonel Picard, contre toute justice et tout droit. Envoie l'expression de son mépris à ceux qui agissent ainsi pour être agréables au cléricalisme. Et à la fin, la séance est levée au cri de « Vive la République, vive le colonel Picard, vive la libre pensée, la justice et la vérité, etc. etc. » Bon, comme je vois que le temps passe, je passe sur 2 ou autres lectures. Alors, si je me reporte de nouveau vers les journaux purement anticléricaux et non libre-penseurs, je constate que la calotte de Marseille et du Havre distance encore la Fédération française et le BMC. Le 23 juillet 1899, dans un article intitulé « Par ordre », Jean-Louis Raybaud écrit « Devant ces preuves décisives de l'innocence de Dreyfus, il n'est pas possible qu'on jette à la nation
On est à la veille du jugement de Rennes. Hein. Il n'est pas possible qu'on jette à la nation le défi de condamner un homme sur lequel on n'a pu réunir aucune charge et qui a été la victime de misérables et dont la première condamnation est le crime le plus abominable du siècle. C'est parce qu'il prévoit l'acquittement unanime que ceux qui protestaient hier contre la lettre de Zola essayent par avance de jeter la suspicion sur le jugement de Rennes. Alors, le 27 août 1899, donc pendant le procès de Rennes qui s'est déroulé du 7 août au 9 septembre, et avant le jugement, la Calotte de Marseille encore publie un article signé Emer, je ne sais pas de qui il s'agit, intitulé donc Le procès de Rennes, dans lequel on relève des lignes stigmatisant la touchante union des Mercier, Roget, Boisdeffre, Gonze, Billot pour imputer à Dreyfus la trahison d'Esterhazy. Il n'y a pas à s'y tromper, à l'heure qu'il est, la sélection des partis est faite. D'un côté, les bourreaux de Dreyfus, de l'autre, les Croix, la lie des jésuitières, les Marlous de Guérin, les ennemis de la liberté, etc., etc. Du côté de la FFLP et du BMC, il faut attendre la séance du comité central du 11 septembre 1899, donc 2 jours après le jugement, pour lire ceci. Les membres du comité central de la FFLP, réunis le 11 septembre au siège social patati patata, protestent énergiquement contre le jugement de Rennes, considérant que par principe, ils sont adversaires de toutes les religions, qu'elles soient catholiques, juives ou protestantes. Ils se trouvent dans de bonnes conditions pour protester contre cet arrêt inique qui, sans preuve, condamne un innocent pour sauver du bagne certaines hautes personnalités compromises. Considérant ce déni de justice qui place la justice militaire au-dessus des lois de la République et en dehors de l'humanité, demande la suppression des conseils de guerre et envoie leurs salutations et leur salut fraternel aux vaillants défenseurs du droit et de la justice. Vive la République sociale. Le nom de l'innocent en question n'est même pas cité et aucun message ne lui est envoyé. Alors, j'ai encore 2 autres mentions du même tonneau, en fait, du 15 septembre 1899, lors d'une réunion de la Libre Pensée de Toulouse, où le secrétaire général de la FFLP est invité. Il invite l'assistance à voter un ordre du jour pour condamner, pour flétrir le jugement de Rennes. À Fresnes, le 18 septembre 1899, une conférence où on fait un récit du forfait de Rennes, mais rien de plus. À sa descente de la tribune, enfin la descente du conférencier de la tribune, l'assistance crie « Abat Mercier, abat les faussaires ». Là non plus, le nom de Dreyfus n'est pas mentionné. En réalité, ce qui apparaît dans tous ces extraits que je viens de vous lire, il apparaît clairement que l'affaire Dreyfus compte plus que Dreyfus lui-même. Et je vais même vous lire un article que je n'ai pas lu tout à l'heure, de la Calotte de Marseille, qui est pourtant plus engagé que les autres, du 21 juin, un article de Jean-Louis Rubaud. Alors voici ce qu'il écrit. C'est très intéressant par rapport à ce rapport entre Dreyfus et l'affaire. À bien regarder, et entre traits d'union, quoique la victime dût en souffrir encore, on est avant le jugement de Rennes, hein, donc à bien regarder, quoique la victime dût en souffrir encore, je me demande si un verdict affirmatif, donc si Dreyfus était de nouveau condamné, si un verdict affirmatif ne servirait pas mieux la cause que nous défendons, cause plus haute que la liberté d'un homme. Et si un conseil de guerre s'obstinait à couvrir les vrais coupables, voulant sauver les généraux compromis en condamnant à nouveau Dreyfus, ne donnerait pas le coup de fouet qui réveille la brute si ceux qui dorment encore ne se lèveraient pas pour établir enfin la justice, que ceux qui sont chargés de la rendre foulent aussi audacieusement aux pieds.
Je sais bien qu'il n'est pas possible que Dreyfus soit condamné, mais je tiens à dire que cette éventualité ne serait ni pour nous effrayer, ni pour nous surprendre. Elle démontrerait la puissance de la coalition militaro-cléricale qui étreint la France, et alors le Parlement lui-même se verrait obligé d'entrer dans la voie révolutionnaire, car la démonstration serait faite qu'au-dessus du droit et de la justice, l'Église, appuyée sur le haut commandement, règne en maîtresse absolue, que le mal est irrémédiable et qu'il faut une opération violente pour l'extirper. C'est vraiment un article très très intéressant. Donc, on voit bien que ce qui compte, c'est l'affaire, c'est la condamnation du cléricalisme, c'est la condamnation des dérives de l'armée, et tout cela compte beaucoup plus que le capitaine Dreyfus lui-même. Donc, par exemple, la Société de libre pensée d'Aigues-Vives, en 1899, plutôt au début de l'année, je pense, signale que le pacte scellé par l'affaire Dreyfus entre les cléricaux et les généraux jésuites et faussaires a fait courir un grand danger à la République des droits de l'homme et du citoyen, que l'enseignement congréganiste a pour résultat d'obscurcir l'intelligence des enfants quand ils ne souillent pas le corps. Il y a tout un tas d'affaires autour de la pédophilie. Que les jésuites expulsés en 1880, les décrets du 30 mars 1880, que les jésuites expulsés sont revenus plus nombreux et plus insolents que jamais. Les jésuites expulsés en 80 sont effectivement revenus à partir de la fin des années 80 et dans les années 90. Donc ils demandent la séparation des églises et de l'État, le recrutement des fonctionnaires par ceux qui ont fait leurs études dans les écoles gouvernementales et pas dans l'enseignement privé, et une nouvelle expulsion des jésuites. En 1899, le BMC demande la défense de l'État laïque et écrit que des lois énergiques sont nécessaires contre le pouvoir ecclésiastique et contre l'oligarchie militaire, que chacun reprenne sa place, le curé à l'église, le soldat à la caserne. Contre ces derniers, il n'y a pas de justice. Bon, il n'y a pas de justice pour les citoyens français. Tous doivent dépendre des mêmes lois et des mêmes tribunaux. Il faut détruire l'État militaire dans l'État laïque. Il faut que le pouvoir civil reprenne la prépondérance sur le pouvoir soldatesque, prépondérance qu'il n'aurait jamais perdue si nous n'avions pas eu à la tête de notre pays des jésuites comme Méline. Et on demande la suppression des conseils de guerre. Il y a encore d'autres vœux qui suivent, par exemple le 15 octobre au Mans, pour l'expulsion des congrégations. On trouve encore le même genre d'article. En 1900, par exemple, l'affaire Dreyfus aura eu l'excellent résultat de nous montrer d'une façon indéniable la puissance du cléricalisme allié au sabre. Encore une autre déclaration le 16 avril 1900. L'affaire Dreyfus devait avoir comme conséquence l'amélioration du sort des petits soldats, etc. etc. En 1900, on trouve encore des articles contre la loi d'amnistie, notamment dans le BMC. Un article, il y a eu des élections municipales au mois de mai, 6 mai et 13 mai 1900, et les radicaux ont perdu Paris, qui a été gagné par les nationalistes, et le BMC écrit à cette occasion « Paris livré aux cléricaux, on ne touche pas à l'armée, non pas à l'armée du peuple, mais l'armée des galonnés, l'armée des deuxièmes bureaux où se trament des forfaits épouvantables, celle où on acquiert des galons en confectionnant des faux. Vive l'armée des intrigues de pissotières, des fausses barbes et des femmes voilées. » Et l'article continue. Les vrais coupables de la déroute électorale des Républicains appartiennent au gouvernement de défense républicaine, dont les membres n'ont pas su aller jusqu'au bout dans la voie de la répression. Et là, il y a quelque chose d'intéressant. Guillemets. Le peuple est simpliste. Il n'a pas compris la grâce dont a bénéficié Dreyfus, 2 fois condamné. Dans cette affaire embrouillée, il lui fallait nécessairement des victimes. Les accusateurs ou l'accusé. Or, d'un côté, il y a eu la grâce,
De l'autre côté, il y a eu l'amnistie. Donc le peuple n'a plus rien compris et le peuple a renvoyé les radicaux dans leur chaumière et a élu des personnalités nationalistes. Et le capitaine Dreyfus dans tout cela. J'ai 2 mentions dans tout ce BMC où il y a quand même des libres penseurs qui se soucient non pas de l'affaire, mais de l'homme de chair, d'os et de sang. À la 5e fête de la jeunesse de la libre pensée de Rouen, en 1899, mais je n'ai pas la date précise, l'Assemblée est unanime pour adresser à Dreyfus, victime des passions religieuses, cette lettre. Citoyens, l'intolérance chrétienne se manifeste partout contre ceux qui n'abaissent pas leur raison sous les dogmes. Depuis 15 siècles, elle massacre vos coreligionnaires. Depuis 5 ans, elle vous martyrise, comme seule elle sait le faire. Des hommes courageux lui ont fait lâcher prise. Honneur à eux, ils vous ont mis hors de ces atteintes. La libre pensée rouennaise a suivi anxieusement votre douloureuse odyssée. Elle vous assure de sa sympathie. Elle veut que justice vous soit rendue, complète et entière. Frères, nous vous saluons comme un martyr. Pour la libre pensée rouennaise, E. Salva. Et toujours à Rouen, le 10 septembre 1899, un autre groupe de libres penseurs, les libres penseurs socialistes réunis, etc., protestent énergiquement, entre guillemets, contre l'inique jugement de Rennes, envoient leurs encouragements à Dreyfus, victime du militarisme jésuitique, et déclarent qu'ils continueront leur campagne de réhabilitation jusqu'à ce que justice pleine et entière soit enfin rendue. J'ai encore combien de temps ? 2 ? Non, 5. Alors, je passe sur 5. Je passe sur les interventions ponctuelles que j'avais annoncées pour 1903, 1906 et 1908. Tant pis, ça sera écrit, parce que je veux absolument arriver à la chose suivante. Un antisémitisme plus ou moins larvé. C'est trop important pour que je le dise pas. 5, 7. Pendant les années... Vous savez l'histoire de... C'était Abraham avec Dieu ? S'il en reste 10, s'il y en a 5, s'il y en a qu'un. Pendant ces années 1896-1908, on relève dans ces journaux des passages témoignant de certains préjugés antisémites. En 1896, lors d'une réunion de l'Union des libres penseurs du 14e arrondissement, compte rendu, Monsieur Ménard, le roubleur de la troupe contradictoire, un jésuite qui ressemble à un juif. Problème autour de la nomination d'un assyriologue à l'école pratique des hautes études. 1896. L'audition de M. Oppert, israélite allemand naturalisé français. 1898. Séance du 14 février 1898. Il y a eu des bisbilles au sein du comité central. Il y en a un qui a porté plainte contre les autres. Pasquier annonce que Brunswick engage de nouvelles poursuites contre le gérant du bulletin et le secrétaire général. Il ressort que depuis 1880 que notre fédération existe, le premier et seul Israélite ayant fait partie du comité central est le seul qui nous est poursuivi. L'Action, 6 juin 1908, donc après la panthéonisation, 2 jours après la panthéonisation de Zola. Henri Béranger, commandant Dreyfus blessé, etc. Quant aux puissants juifs qui, depuis quelques années, remis des émotions de l'affaire Dreyfus, se placent sournoisement au travers des réformes démocratiques et recommencent par peur du socialisme à loucher du côté patati patata, les hauts barons d'Israël peuvent s'apercevoir que le retour du nationalisme intégral s'accompagnera d'un retour d'antisémitisme brutal. Pendant toutes ces années-là, à la Chambre, on entend d'autres propos antisémites dans d'autres débats. Par exemple, lors de la discussion de la loi, du projet de loi 1905, le 10 avril 1905, Maurice Allard, socialiste et membre de l'Association nationale, déclare « Je vous ai dit, et il suffit de lire l'histoire pour s'en convaincre, que le jour où le Dieu anthropomorphe des Juifs
quitta les bords du Jourdain pour conquérir le monde méditerranéen, la civilisation disparut du bassin de la Méditerranée, et il faut remercier les empereurs romains qui ont combattu de toutes leurs forces l'invasion de cette philosophie puérile et barbare, si contraire au panthéisme et au naturalisme de notre race. Eux, ils ne sont pas de notre race. Ces expressions d'antisémitisme culturel et idéologique à plus ou moins bas bruit ne doivent pas surprendre. Elles sont la suite logique de l'antisémitisme de gauche et d'extrême gauche, étudié par Marc Crapet dans la gauche réactionnaire à partir de journaux libre-penseurs du Second Empire et des années 1880. Contrairement à ce que Bernard Lazare prévoyait en 1894 dans son Histoire de l'antisémitisme, ce vieil antisémitisme a persisté, antisémitisme de l'extrême gauche, a persisté et on le rencontre encore chez les libres-penseurs après la Première Guerre mondiale. J'insiste, les représentations des patriarches d'Israël dessinées par Armand Jolle dans la Bible comique illustrée d'André Lorulot, publiée en 1931, sont instructives. Les nez crochus, les lèvres lippues, les oreilles larges et décollées abondent. On se croirait à l'exposition antisémite organisée à Paris en 1941-1942. Dira-t-on qu'il s'agissait simplement de codes iconologiques, l'argument nous semblerait spécieux. D'ailleurs, à 2 reprises dans cette Bible comique illustrée, André Lorulot emploie le mot de youpin dans son texte. Alors régnèrent sur les youpins divisés Joram, Josaphat, etc. Et plus loin, et Jérémie accablait les pauvres youpins des diatribes, des reproches. Je m'arrête sur l'antisémitisme de gauche en 1931. Je préfère ne pas aller plus loin.